Bonsoir, il est 19h30 et vous êtes avec l'équipe de l'Institut du Saint-Paris et je vois que nous avons 60 personnes qui sont déjà branchées, donc merci d'être présentes et à l'heure. Après vous avoir parlé des différentes spécificités de la prise en charge des cancers du sein lors plusieurs webinaires, après vous avoir parlé des particularités de la chirurgie plastique scénologique, qu'il s'agisse de chirurgie de reconstruction, de chirurgie esthétique du sein ou du profiling. On a décidé, le nombre de personnes qui ont répondu présent nous a un peu étonné d'ailleurs, de faire un webinaire sur la lésion frontière et bénigne du sein. Donc on va pas parler de cancer du sein, très peu parler de cancer du sein. On va parler de ces lésions qui inquiètent beaucoup de patientes. Beaucoup moins les médecins, mais qui ont du mal parfois à rassurer les patientes. Ah, le son est mauvais, me dit-on. Bah écoutez, on va essayer de faire. Alors peut-être que c'est ça, je vais débrancher ça. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Jenny, est-ce que le son est bon là? Est-ce qu'il y a un son Non, déjà? C'est pas assez fort. Bon. Là, c'est mieux. Comme disait le journal de 20h, le plaisir du direct. C'est bon le son là? Oui, c'est mieux. Parfait. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Et donc, disais-je, on va concentrer l'heure qui vient sur les lésions frontières et bénignes du sein, parce qu'en fait, c'est source de beaucoup de demandes de consultation, beaucoup d'inquiétudes de la part des patientes, et finalement, vous allez apercevoir que la plupart de ces patientes qui ont des lésions frontières n'ont pas de cancer du sein, et d'ailleurs sont elles-mêmes peu à risque de cancer du sein. 4 présentations d'une dizaine de minutes. La première, Jenny Milochaud va vous parler des papillomes. Je vais vous parler ensuite, ça m'a beaucoup fait rire parce que la dernière fois que j'ai fait cette présentation, j'avais 35 ans, donc ça fait quand même un paquet d'années, des écoulements mamelonnaires. Il fallait vraiment trouver une victime pour parler des écoulements mamelonnaires, donc c'est moi. Claude Noss, qui est encore au bloc opératoire, va vous parler des tumeurs phyllodes et des fibroadénomes. Et Anne Sabeila va vous parler des hyperplasies atypiques. Donc, papillome, écoulement mamelonnaire, tumeur phyllodes, hyperplasie atypique. Ces mots, ça fait peur chez les patientes. Et ce qu'on essaie de leur faire passer comme message à l'Institut du sein, c'est qu'en fait, la plupart du temps, c'est bénin, même si ça nécessite des explorations. Jenny, c'est quoi les papillomes? Bonsoir à tous. Alors, vous allez me dire dans un instant si vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon oralement? Vous pouvez me répondre parce qu'on ne voit plus le… Oui, c'est bon. D'accord, merci. Donc, je vais vous parler des papillomes. Les papillomes, c'est quoi? C'est des tumeurs intracanalaires, c'est-à-dire aux dépens des canaux du sein, puisque le sein est fait de canaux et de lobules. Ça va donc se manifester par une dilatation des canaux, ce qu'on appelle une ectasie galactophorique, qui, dans la majorité des cas, va se situer centralement, c'est-à-dire en rétroaréolaire, mais on peut également présenter des papillomes périphériques. Le papillome peut être une lésion unique ou multiple, et ça touche bien sûr essentiellement les femmes, mais les hommes peuvent également être touchés. Quels vont être les symptômes en cas de papillome? Le symptôme le plus fréquemment rencontré est l'écoulement mamelonnaire. Ce dernier peut être séreux ou sanglant, comme vous voyez sur la photo. Il peut également se présenter sous la forme d'une masse palpable plutôt bien limitée, ou une petite formation kystique qui va être fluctuante, sensible, inflammatoire et qui pourrait être un petit peu adhérente à la peau. Quels examens d'imagerie vont être réalisés? Eh bien, une mammographie qui pourra être normale ou retrouvera une opacité ronde centrale, donc rétromamelonnaire, ou également une échographie qui permettra de mettre en évidence donc un canal dilaté, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à droite. Ce canal est dilaté par un contenu anéchogène, une végétation hypoéchogène homogène, et on pourra éventuellement réaliser
une IRM, voire une galactographie. Quand on retrouve une lésion à l'imagerie et qu'elle est éventuellement suspecte, on la biopsie. Et que va nous répondre l'histologie? Elle va répondre qu'on retrouve un papillome, mais qui sera avec ou sans atypie. Et la conduite à tenir va différer. Pourquoi? Si on opère de façon systématique et qu'on réalise l'exérèse d'un papillome avec atypie et qu'on regarde quel est le risque de trouver un cancer sur la pièce opératoire, eh bien, on voit dans différentes études que ce risque va de 10 à 36%. Donc, on a environ entre 10 et 35% de risque de trouver un cancer sur la pièce opératoire quand la biopsie nous avait répondu présence d'atypie. Donc, en cas d'atypie, on va plutôt recommander une prise en charge chirurgicale et de réaliser une pyramidectomie pour ne pas méconnaître un cancer. À noter que ces cancers diagnostiqués sont dans la plupart des cas des carcinomes canalaires in situ, c'est-à-dire de cancers d'excellent pronostic et qui sont débutants. Si on réalise l'exérèse des papillomes qui n'avaient pas d'atypie à la biopsie, quel va être le risque de cancer? Eh bien, le risque de cancer varie entre 1,6 et 5%, soit si on fait une moyenne, un taux beaucoup plus bas de risque de retrouver un cancer sur la pièce opératoire qui va être d'environ 3%. Est-ce qu'on peut identifier les patientes qui seraient à haut risque de présenter sur la pièce opératoire un cancer et donc de trouver des facteurs prédictifs de positivité sur la pièce opératoire? Eh bien, Xiaoli Zhang, en 2021, a publié un article. Il a repris 44 études, soit quand même plus de 7000 papillomes, et il a identifié 10 facteurs prédictifs de retrouver un cancer sur la pièce opératoire. C'était la classification à la mammographie, ACR5, ACR4C, ACR4B, la présence d'une masse ou d'une calcification à la mammographie, l'écoulement sanglant qui revient très régulièrement dans le facteur prédictif, une discordance entre l'histologie et la radiologie, les papillomes périphériques, une masse palpable, les microcalcifications et une lésion qui mesurait plus de 1 cm. Et si on regardait en fonction de ces facteurs prédictifs quel était le risque alors de retrouver un cancer sur la pièce opératoire, eh bien, il variait entre 7 et 31%. Donc, on voit qu'on peut peut-être, parmi ces papillomes sans atypie, qui présentent donc un risque faible de cancer, identifier tout de même peut-être une population à plus haut risque de présenter un cancer sur la pièce opératoire. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une surveillance, puisque le risque global sans atypie de présenter un cancer est de 3%, et qu'en plus, on peut peut-être identifier la population à haut risque parmi ces papillomes sans atypie? Et est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, proposer une surveillance pour les autres patientes qui n'auraient pas de facteurs prédictifs? Ils ont donc réalisé, je vais vous présenter les résultats de 2 études où ils ont réalisé une surveillance des papillomes sans atypie, et on retrouve qu'il y avait environ 2% de cancer à 2 ans. Et en fait, ils avaient surveillé ces patientes. En cas de majoration de la taille des lésions, eh bien à ce moment-là, ils opéraient les patientes. Et c'est comme ça qu'on a identifié 2% de cancer à 2 ans. Mais à noter quand même que 72% des papillomes étaient stables, que 25% ont régressé, voire disparu. Donc, c'est non négligeable. On peut donc éventuellement envisager une surveillance. Donc, pour résumer, en cas de papillome sans atypie, on peut soit réaliser une exérèse, par exemple par macrobiopsie si c'est accessible, et sinon on fait une exérèse chirurgicale qui sera recommandée notamment en cas d'antécédent de cancer du sein, d'écoulement sanglant
ou de la présence des facteurs prédictifs qu'on a précédemment vus. On pourra, en alternative, proposer une surveillance. Cette surveillance sera bien sûr à valider avec les radiologues, donc plutôt en RCP. Et on préférera la surveillance pour les papillomes multiples afin d'éviter des exercices chirurgicaux multiples alors que le risque de cancer est finalement faible. En conclusion, les papillomes se manifestent la plupart du temps par des écoulements, éventuellement par une masse, voire une douleur. On réalise une échographie et une mammographie qui va identifier la lésion. Ces examens pourront être complétés par une IRM ou une galactographie. La biopsie permettra d'identifier le papillome et de voir s'il est associé ou non à des atypies. S'il est associé à des atypies, le risque de cancer varie donc sur la pièce opératoire. De trouver un cancer sur la pièce opératoire varie donc entre 10 et 35%. Et donc, dans ce cas-là, on préférera l'exérèse chirurgicale. En revanche, s'il n'y a pas d'atypie, le risque de cancer est faible, il est de 3%. Mais dans cette population, on peut identifier les patientes plus à risque grâce aux facteurs prédictifs et ainsi proposer soit une exérèse, soit une surveillance. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jenny. C'est très intéressant parce que moi je ne connaissais pas les facteurs de risque chez les patientes qui ont une biopsie sans atypie. Et on retrouve finalement, lorsqu'il y a une biopsie sans atypie qui dit papillome, mais que tu as un facteur de risque, le risque des patientes avec atypie pour certaines. Par contre, pour les autres, c'est calme. Donc, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc, merci beaucoup. Merci. Ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner les outils que vous avez certainement tous déjà pour que les patientes n'aient pas l'impression, à chaque fois qu'on leur dit il y a un truc dans votre sein, que ça va obligatoirement se tourner en catastrophe et nécessiter une consultation en urgence. Parce que le nombre de patients qui sont persuadés qu'elles ont une image mammaire et qu'il faut enlever tout ça en urgence, comme vous le savez, est très élevé. Et en fait, les chiffres que vous donne Jenny et que Anne va vous donner également sont bien sûr très, très rassurants et c'est des chiffres qu'on utilise toujours en consultation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a refilé aux petits jeunes le sujet le plus foireux, c'est-à-dire la prise en charge des écoulements mamelonnaires. On a regardé, on a dit qu'est-ce qu'il va faire? La personne a levé la main, j'ai dit bon, ok, moi je prends les écoulements mamelonnaires. Donc ça m'a permis de faire la biblio sur les écoulements mamelonnaires et de m'apercevoir qu'en 25 ans, rien n'avait changé, ou en tout cas très peu. Je vais essayer de partager mon écran. Si jamais je n'y arrive pas, Anne, tu vas venir me sauver la vie. Alors, écoulement mamelonnaire, fenêtre, où que je suis. Je reviens. Normalement, il me faut 3 heures pour faire ça. Voilà. Si j'y arrive, je dois vous dire que je vais être très fier de moi. Bravo, plein écran. Oh ouais! Voilà. Au 72e webinaire, j'aurai 98 ans, mais je saurai partager mon écran. Alors, les écoulements mamelonnaires, pourquoi on vous en parle? Parce que c'est une cause d'inquiétude. Et comme toujours, on essaye de désamorcer l'inquiétude. Déjà, notre métier, c'est de désamorcer l'inquiétude pour des femmes qui ont des cancers. Et je pense qu'on y arrive assez bien à l'Institut du sein. L'idée que les patients arrivent avec un écoulement mamelonnaire en étant persuadés que c'est un cancer, on va essayer de donner les outils pour que ça se calme un peu. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé tout ce qui était publié, c'est une cause très fréquente de consultation scénologique, puisque c'est 5 à 10% des demandes de consultation scénologique. C'est la 3e cause après les douleurs et le nodule clinique ou imagerie. Donc en fait, c'est très fréquent. Il y a une étude anglaise, parce que vous savez qu'en Angleterre, les scénologues, ils voient toute la bobologie du sein, qui montre le nombre de dizaines de milliers de femmes qui, chaque année, consultent pour un écoulement mamelonnaire et qui a analysé les coûts des investigations de ces écoulements. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors donc, c'est une inquiétude. Comment on les prend en charge? Quel est le type de lésion qu'on retrouve? Et puis surtout, quel est le taux de cancer? Je vais essayer de répondre à ces 3 questions. Alors, je suis un peu chirurgical, mais quand même, le message fondamental, c'est que les seuls écoulements qui peuvent témoigner d'une lésion canalaire sont les écoulements uniporiques. Vous le savez toutes et tous,
c'est quand même bon à répéter, une patiente qui a un écoulement multiporique, a fortiori bilatéral, ce n'est pas un problème tumoral, ce n'est pas une lésion canalaire, c'est au maximum une hyperprolactinémie, mais vous êtes bien plus calé que moi pour tout ça. Donc, je vais concentrer les 10 minutes qui viennent sur les écoulements uniporiques unilatéraux, puisque tous les autres, par définition, qu'ils soient multiporiques, uni ou bilatéraux, c'est bénin. Pour que cet écoulement soit significatif, il faut qu'il soit spontané. On élimine les patientes qui se traient le sein comme ça tous les matins à la recherche d'un écoulement et qui créent un écoulement entre guillemets iatrogène. Il faut qu'il soit franc. Le suintement une fois ne justifie pas d'examen complémentaire et il faut qu'il soit répété. C'est important parce que, évidemment, un micro-écoulement peut arriver, mais on ne va pas lancer la batterie qui va jusqu'au chirurgien pour un écoulement qui est arrivé une seule fois de façon incertaine. Là, ce sont 2 patientes qui arrivent en consultation. Krishna, on ne voit pas ton écran. Oh là 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 là. À chaque fois, je... Alors, pourquoi Ouais. Ça passe là ou pas? Anne? Il n'est pas en plein écran. Alors, on recommence. Est-ce que celui-là est en plein écran? Tu n'as plus de... C'est l'histoire de ma vie, je n'ai plus rien. Alors, on va la refaire. Ils sont 5 pour m'aider. Ça sent la réanimation. Alors, webinaire 23 mars. Tu vois, Nel, dès que tu n'es pas là. Écoulement mammaire. Ah ouais. Non, parce que je n'ai pas mis le partage. Ils sont 5 autour de moi pour me montrer à quel point je suis demeuré. Ouais, ça, je ne veux pas dire, mais je l'avais fait. Hein. Tout l'écran. Quoi, tout l'écran? Là, je mets tout l'écran. Ouais, tout l'écran, c'est mieux. Partagé, en bas. Ah, je vous déteste. Et je reviens sur ton poids. Reviens sur ton plat. Si, attends, j'ai trois informations différentes au secours. Voilà. Ça partage là ou pas? Ça partage, mais tu n'as pas encore lancé ton diaporama. Ah, je reviens. Voilà. Avec toutes mes excuses. Je ne participerai plus au webinaire, je ne montrerai plus jamais de diapo. Donc, ce que je disais sans diapositive, c'est que... Attends, parce qu'on n'a toujours pas tes diapos. Ah non, c'est pas possible. Bon, Anne, prends le relais. Parce que je ne sais pas si c'est cet ordi ou ce chirurgien, mais ça ne passe pas. Prends le relais, si tu peux. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Jean-Pierre Alfonsi me dit pas de diapo. Laurent Lévy me dit Krishna, mets-toi en plein écran. Est-ce que ça passe? Oui, on voit, c'est pas encore en plein écran, Anne. Bah alors, c'est l'application qui a un souci. Si c'est pas en plein écran, c'est pas grave, si tu peux les passer. Bien sûr. Quand même, si je pouvais vous mettre un truc. Parce que là, on te lit. On les voit. Ça se passe bien, là. Hein, non, mais c'est bien, Anne. Hein. Ok, bon. Donc moi, je vais vous parler de la prise en charge des lésions mammaires frontières, mais plutôt des atypies, puisque mes collègues vont faire vont se concentrer sur certaines pathologies. La plus fréquente, c'est l'hyperplasie canalaire atypique. Il y a plein d'autres choses dans le spectre des lésions frontières, notamment l'hyperplasie lobulaire atypique, les carcinomes lobulaires in situ, dont je vous reparlerai plus en détail, et d'autres qui sont un petit peu plus rares. Il y a 2 conférences de consensus, alors bien sûr avec un niveau de preuve très faible, mais qui ont l'avantage d'exister. Une première qui avait eu lieu en 2016 et une deuxième qui a eu lieu en 2018, dont les conclusions étaient publiées en 2019 et pour lequel je vous invite à lire pour avoir un petit peu plus de détails sur tout ça. Alors, dans les lésions atypiques mammaires, il y a plusieurs questions qu'on se pose. La première, c'est est-ce qu'il y a un risque de sous-estimation de la lésion, c'est-à-dire que sur notre biopsie, on a une atypie. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un cancer in situ associé? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un cancer infiltrant associé?
Une fois qu'on sait ça, quel est le risque évolutif? Est-ce que cette lésion, qu'on l'ait retirée ou qu'on ne l'ait pas retirée, est-ce qu'elle augmente le risque de cancer du sein? Et au niveau de la prise en charge, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une surveillance simple de la lésion? Est-ce qu'on fait une exérèse radiologique de la lésion ou une exérèse chirurgicale de la lésion? Alors, il y a différents types de prélèvements qui peuvent être faits. Des microbiopsies donc avec des aiguilles plutôt de petit calibre, des macrobiopsies avec des aiguilles de plus gros calibre. La cytoponction, on en parle à peine puisque ce n'est pas tellement utilisé pour les atypies. Et la chirurgie qui, pour le coup, permet un prélèvement de plus grande ampleur. Je vous ai mis des diamètres d'aiguilles pour que vous ayez une idée de quoi on parle. Si on est dans du 7 à 11 gauche, on commence déjà à avoir un bon calibre avec un prélèvement, avec des prélèvements, avec un bon radiologue qui peut vraiment faire une exérèse quasi chirurgicale d'une lésion. Alors, le risque de sous-estimation dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va dépendre bien sûr de la quantité de tissu prélevé. Oui? Les diapos passent pas. Bon, je pense que c'est le logiciel qui plante, mais il a marché pour Jenny. Alors voilà, là, ça passe. Bon, je ne vais plus le mettre en plein écran. Pas de souci. Donc, il y a plusieurs tailles de lésions, plusieurs tailles d'aiguilles pour les prélèvements. Et bien sûr, plus on va avoir de quantité de tissu prélevé, plus on va avoir de quantité à analyser. Et donc, moins on a un risque de sous-estimation de la lésion. La sous-estimation d'une lésion cancéreuse, au niveau des lésions frontières atypiques, c'est un groupe très, très hétérogène avec des risques de sous-estimation qui vont, en fonction du type de lésion et en fonction des publications, avoir un spectre très, très large qui peut aller de 0% sur certains types de lésions à parfois jusqu'à 65-70% pour d'autres lésions qui vont être associées à plusieurs choses, notamment la taille lésionnelle et associées à la présence d'atypie ou non, puisqu'il y a des lésions frontières dans lesquelles il n'y a pas d'atypie. Au niveau de la sous-estimation, donc ce qu'on craint principalement, c'est le cancer canalaire qui soit in situ ou un carcinome infiltrant, surtout sur des carcinomes infiltrants de bas grade, qui sont les deux types de lésions qu'on retrouve majoritairement, à l'exception de certains sous-types de lésions frontières. Alors, la question qu'on se pose en termes de sous-estimation, c'est quel risque est acceptable? Parce qu'en fonction du seuil qu'on va choisir, on va pouvoir choisir des attitudes qui vont être un petit peu différentes. On a posé la question à tout un panel d'experts au moment de la conférence de consensus à Zurich en 2018 et il y a eu un choix de cut-off qui a été choisi en fonction du plus grand nombre de patients votants et on a décidé de façon un peu arbitraire que le risque était raisonnable jusqu'à 5% de cancer infiltrant non retrouvé et jusqu'à 10% pour un carcinome canalaire in situ non retrouvé. Là, je vous ai mis donc, sur une publication faite par Catherine Usan sur l'étude prospective qui devait valider un homogramme qu'on appelle NOMAT, dont je vais vous parler très brièvement tout à l'heure. Il y a les différents types de sous-estimation lésionnelle en fonction du type de lésion atypique ou du type de lésion frontière. Je vais vous les détailler en fonction des différents types de lésions frontières et vous voyez, ça va de 0% ça va de 0% à 60%. Donc, c'est extrêmement large comme spectre. Alors, la première, qui est la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la métaplasie ou l'hyperplasie cylindrique sans atypie. Ça fait partie de la grande famille des lésions cylindriques, où il va y avoir un continuum allant de métaplasie cylindrique sans atypie, ensuite avec les lésions de métaplasie cylindrique atypique avec les atypies en épithélium plan, puis ensuite les hyperplasies atypiques et enfin le carcinome canalaire in situ. Il y a un vrai continuum entre les quatre. La métaplasie, l'hyperplasie cylindrique sans atypie, le risque de sous-estimation de la lésion est extrêmement faible, avec un risque évolutif qui est tout à fait raisonnable. On considère que l'augmentation du risque de cancer, il est de l'ordre de 1 à 1,5 fois. Et donc, le consensus, c'est de faire une surveillance comme en population générale. On n'a pas besoin de faire une surveillance plus importante.
La métaplasie cylindrique atypique, donc métaplasie et hyperplasie, c'est pas la même chose. La métaplasie, c'est beaucoup plus fréquent que l'hyperplasie. La métaplasie cylindrique atypique, c'est quelque chose qui est assez fréquent, avec un risque de sous-estimation d'une lésion cancéreuse qui est faible, qui va globalement de 0 à 20% en fonction des publications, et un risque évolutif qu'on considère assez faible, avec un risque relatif de cancer de 1 à 2 par la suite. Quelle est la prise en charge? Si la lésion, alors très important, je ne vous en ai pas parlé avant, si la lésion, on a une bonne corrélation entre ce qu'on s'attendait à retrouver, c'est-à-dire l'image radiologique, et ce résultat de métaplasie cylindrique atypique, dans ce cas-là, on fait une exérèse macrobiopsique, c'est-à-dire qu'on va demander au radiologue d'aller enlever toute cette lésion par macrobiopsie. Si par contre on a un doute sur une sous-estimation de la lésion parce que l'image n'est pas du tout évocateur de ça, pas du tout évocateur de ce type de lésion bénigne, et bien dans ce cas-là, on fait une chirurgie diagnostique ou un nouveau prélèvement. L'hyperplasie canalaire atypique, donc c'est ce qu'on va être le plus fréquemment amené à retrouver comme lésion atypique. Là, pour le coup, le risque de sous-estimation de la lésion, elle est élevée. L'hyperplasie canalaire atypique, il faut savoir que ça a exactement les mêmes caractéristiques morphologiques et immunohistochimiques qu'un carcinome canalaire in situ. C'est exactement la même chose au niveau visuel. Le critère qui permet de faire le diagnostic différentiel entre les deux, ça va être la taille des lésions. Quand la lésion fait plus de 2 mm, c'est plus une hyperplasie canalaire atypique, ça devient un carcinome canalaire in situ. Et donc, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que la biopsie qu'on a faite, c'est pas juste une périphérie d'un carcinome canalaire in situ beaucoup plus important? Donc, cette sous-estimation, elle est estimée, la sous-estimation, elle peut être très importante en fonction des études. Ça peut aller jusqu'à 65% en cas de microbiopsie, et avec des macrobiopsies, avec des prélèvements assez importants, on tourne autour d'environ 20% de risque. La prise en charge dans ces cas-là, pour l'hyperplasie canalaire atypique, c'est de faire de façon systématique ou quasiment systématique une chirurgie. En 2016, il y avait un tout petit peu plus de nuances sur la conférence de consensus. Dans certains cas, on pouvait éventuellement faire un prélèvement macrobiopsique large, mais vraiment, conférence de consensus et les différentes guidelines disent qu'il vaut mieux faire une prise en charge chirurgicale. Quel est le risque évolutif après avoir enlevé une hyperplasie canalaire atypique? Il y a un risque relatif d'avoir un jour un cancer du sein x4 dans le sein concerné, mais également dans l'autre sein, avec un risque cumulé à 25 ans qui est quand même de 30%. Donc, ça nécessite une surveillance particulière avec une surveillance radiologique annuelle. Alors, il y a plein de facteurs de risque qui peuvent prédire la sous-estimation d'un cancer en cas d'hyperplasie canalaire atypique. L'âge, la taille des lésions, le nombre de foyers d'hyperplasie canalaire atypique, le type d'image radiologique initiale, les types de prélèvements et la quantité de ces prélèvements, la présence de calcification et nécrose, l'exérèse complète de l'image radiologique. Dans quel cas est-ce qu'on peut faire une désescalade chirurgicale? Il y a plusieurs papiers qui ont été publiés sur le sujet. Il y a notamment un papier qui a été publié par le Centre Léon Bérard, pour lequel c'est un des rares sur lesquels il y a un algorithme qui soit assez performant. Le premier papier, ils l'ont publié en 2008, avec ensuite une cohorte réalisée aussi à Léon Bérard. Et récemment, l'année dernière, l'Institut Curie a publié aussi une cohorte donc externe qui valide ce nomogramme. Alors, le nomogramme, donc, si la lésion initiale radiologique fait moins de 6 mm, donc des microcalcifications sur moins de 6 mm avec une résection complète du foyer de microcalcification, dans ce cas-là, on peut tout à fait faire une abstention avec un risque de sous-estimation de l'ordre de 2%. À peine plus élevé dans la cohorte à Curie, je crois qu'on était autour de 5%. Et si la lésion faisait moins de 6 mm avec une résection incomplète ou qu'elle mesurait entre 6 et 21 mm et qu'on avait moins de 2 foyers d'hyperplasie canalaire atypique, dans ce cas-là, on pouvait aussi s'abstenir de faire une chirurgie. Par contre, sur les lésions de plus de 6 mm en résection incomplète, ou entre 6 et 21 mm avec plus de 2 foyers, on recommandait une chirurgie puisque le taux de sous-estimation de lésionnel, pour le coup, était d'un tiers. En cas de lésion de plus de 2 cm, aucune question à se poser, directement chirurgie.
Il y a 3 essais qui ont été réalisés, qui ont été menés par Catherine Musan sur un modèle prédictif justement d'un nomogramme pouvant éviter d'aller à la chirurgie, avec l'étude NOMAD 01, puis 02, puis 03, avec une cohorte ensuite multicentrique qui a essayé de valider le nomogramme en fonction de plusieurs critères. Ça montrait que l'âge était un critère indépendant, ainsi que la taille tumorale de plus de 15 mm, la disparition complète des lésions avec la biopsie et le nombre de biopsies, et le nombre d'atypies présentes. Globalement, ce nomogramme montre quand même une mauvaise valeur prédictive négative qui fait qu'il doit être encore amélioré pour pouvoir vraiment être utilisé en pratique courante. Et je ne vous en ai pas parlé, mais il y a également pas mal d'attentes au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a des systèmes de machine learning avec qui sont en train de se développer pour essayer de prédire sur quelles lésions atypiques on peut éventuellement se contenter d'une résection radiologique. Alors maintenant que je vous ai parlé des lésions canalaires ou cylindriques, je vais vous parler des lésions plutôt lobulaires. Donc l'hyperplasie lobulaire atypique, c'est le corrélaire. Alors il y a pareil un continuum entre l'hyperplasie lobulaire atypique et le carcinome lobulaire in situ. C'est globalement, est-ce qu'il y a moins de 50% des acinis du lobule qui sont atteints ou pas, et donc il y a vraiment une continuité entre les deux. L'hyperplasie atypique, le risque de sous-estimation d'une lésion considérée comme cancéreuse, c'est quand même très très faible, et elle est même extrêmement faible si c'est une découverte fortuite, c'est-à-dire que la lésion n'était pas évocatrice de ça au niveau radiologique, et qu'il y a une bonne corrélation entre radio et histologie. Le risque évolutif, il n'est pas du tout négligeable. Une patiente prise en charge pour une hyperplasie lobulaire atypique, elle a quand même un risque de développer un cancer du sein de 1% par an, ce qui représente 30% à 30 ans, avec un risque qui reste bilatéral. Quelle est la prise en charge de l'hyperplasie lobulaire atypique? Là, pour le coup, étant donné le très faible risque de sous-estimation lésionnelle, on peut faire une exérèse radiologique avec des macrobiopsies et se contenter d'une surveillance. La version un tout petit peu plus agressive, donc le carcinome lobulaire in situ, donc je vous ai dit les mêmes caractéristiques. Le risque de sous-estimation de la lésion, il reste quand même assez faible s'il y a une bonne concordance entre la radio et le résultat histologique, et qu'il y a une exérèse radiologique complète. Donc pour le coup, ça nécessite d'avoir des radiologues assez entraînés pour enlever complètement la lésion. Et une fois qu'on a enlevé complètement la lésion au niveau radiologique, on fait une surveillance. Bien sûr, si la lésion est un petit peu plus volumineuse, dans ce cas-là, on s'oriente plutôt vers une chirurgie. Le risque évolutif, il n'est pas négligeable du tout non plus, comme l'hyperplasie lobulaire atypique, avec un risque relatif de cancer du sein qui est de 8 à 10, enfin fois 8 à 10, estimé à 35% à 35 ans, ce qui est extrêmement élevé. Et c'est un risque qui est bilatéral, donc qui n'est pas lié à l'exérèse de la lésion. Il y a une sous-entité un petit peu à part, qui est le carcinome lobulaire in situ, qui est pléomorphe ou floride. Pour le coup, le risque de sous-estimation de la lésion est extrêmement importante, estimé de 25 à 60%. Et surtout, le carcinome lobulaire in situ pléomorphe, il est assimilé à un carcinome canalaire in situ, pour lequel il va falloir une prise en charge avec une exérèse chirurgicale, avec des marges saines, ce qui n'était pas le cas des autres lésions atypiques dont je vous ai parlé avant, et pour lequel il faut fréquemment de la radiothérapie. Ça, bien sûr, tout ça se discute en réunion de concertation pluridisciplinaire et se valide en réunion de concertation pluridisciplinaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce long monologue anatomopathologique. Ça, c'est pour répondre au docteur Adem. Ouais, mais long monologue, mais 115 participants à 20h à l'heure des infos quand même. Donc, c'est bien. Ça veut dire que ce sont des sujets qui occupent notre quotidien. Alors, je vais appeler mes associés, après avoir félicité Anne, parce que c'est un sujet compliqué, à la rescousse, si jamais je n'arrive pas à repartager. Mais regardez, j'ai trouvé une solution bis. Hop, voilà. Je vous la fais à l'ancienne. Je fais passer les diapos comme ça. On va quand même essayer. Hein. On va quand même essayer. Donc, le docteur Néloir, qui aujourd'hui ne présente pas, il est quand même venu pour me sortir des ennuis. Alors, qu'est-ce que tu dis, Nél? Qu'est-ce que tu dis?
tout l'écran. Ouais. Ouais, là, je vais mettre un petit peu à l'écran. Hein? Où tu veux, là. Ouais. Je me souviens quand j'étais jeune assistant, je mettais les diapos dans le grille-pain pour mon vieux patron. Et maintenant, c'est moi. On met les diapos dans le grille-pain. Ça passe ou pas? Normalement, ça doit- Ça passe très bien. Et ben voilà. Je ne fais plus un webinar sans Neil. C'est fini. Merci Neil. Quand je pense que j'ai dit que c'était l'ordinateur, quel faux cul je suis. Ok, je reviens aux écoulements rapidement. Ce sera beaucoup plus simple que les présentations précédentes. Juste pour vous rappeler que les écoulements qui nous intéressent ou qui peuvent nous préoccuper plutôt sont les écoulements uniporiques quand ils sont spontanés, francs et répétés. Et ça, c'est 2 patientes qui arrivent en consultation avec un écoulement séreux, un écoulement sanglant. C'est uniporique, c'est franc, c'est répété. Ça nécessite des investigations complémentaires. Alors, je pense que l'écoulement mamelonnaire, il faut l'explorer en trois pavés. Le premier pavé, il est clinique. Le deuxième pavé, il est examen complémentaire. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et le troisième pavé, il est chirurgical. L'examen clinique, il est majeur. Parce que, encore une fois, s'il est spontané, provoqué, uniporique, unilatéral, il faut aller plus loin. S'il est provoqué, uniporique, unilatéral. Dans tous les autres cas, multiporique, bilatéral, etc., c'est jamais inquiétant. Ça peut être le témoignage d'un problème endocrinien que vous connaissez mieux que moi, mais c'est extrêmement rare. Et donc, ce qui va nous intéresser sont ces écoulements isolés. Parce que dans certains cas, les patientes arrivent en consultation avec un écoulement, mais par ailleurs, elle a une tumeur palpable ou par ailleurs, elle a un pagette qui explique l'écoulement. Donc, bien évidemment, le problème est complètement différent et on en revient au traitement d'une tumeur palpable ou d'un pagette. Dans le cas où c'est un écoulement à l'examen clinique qui est isolé, il est important de noter la zone dont la pression provoque l'écoulement. Ça, elle est venue la semaine dernière, coup de bol, il ne faut jamais arriver avant un webinar parce que, vous voyez, je vais faire hurler mes amis radiologues, je n'ai pas besoin d'une galactographie là. J'appuie à 6 heures, il n'y a pas de tumeur palpable. En appuyant à 6 heures, on provoque un écoulement uniporique sanglant. La lésion, elle est là. Et cette patiente a évidemment une mammographie, une échographie qui ne montre rien. On n'a pas trouvé de papillome. Et quand on va l'opérer, on va trouver une papillomatose sur le rayon de 6 heures ou un papillome unique ou un cancer intracanalaire. Mais la topographie est déjà réalisée par l'examen clinique. Et comme vous savez que les écoulements sont inconstants, c'est très important de noter que chez cette patiente, c'est quand on presse ici qu'on fait couler parce que l'arbre galactophorique responsable, il est là. Alors, examen clinique fondamental, les examens complémentaires. À mon avis, il n'y en a que 2 qui sont systématiques. La mammographie et l'échographie à la recherche d'une image associée à l'écoulement ou expliquant l'écoulement. Si l'image existe, on biopsie et on n'est plus dans le cadre d'un écoulement isolé, on est dans le cadre d'une image tumorale avec écoulement et le problème est complètement différent. Est-ce qu'il faut faire un bilan endocrinien? Quand il est uniporique, spontané, non. Quand il est multiporique, oui. Est-ce qu'il faut faire une cytologie de l'écoulement? Je sais que c'est encore fait fréquemment et les cytopathologistes vont me répondre, mais la sensibilité et la spécificité sont extrêmement faibles. Donc, en pratique courante, je pense que ça ne sert à rien parce que de toute façon, on va aller plus loin. Découpez-moi les cytologistes si vous le souhaitez. Est-ce qu'il faut faire une galactographie? Je pense que ça fait beaucoup rire nos visiteurs étrangers de voir qu'on fait encore des galactos, mais je pense que c'est le seul examen qui peut être utile et je vais vous montrer pourquoi. Encore une fois, tout ça, c'est quand la mammographie et l'échographie sont normaux et que l'écoulement est uniporique. Et est-ce qu'il faut faire une IRM? Je vois beaucoup de femmes qui arrivent avec un écoulement et une IRM. La sensibilité et la spécificité de l'IRM en cas d'écoulement isolé est extrêmement faible, parce que soit c'est des lésions bénignes, soit c'est des carcinomes intracanalaires de bas grade. Donc en pratique, ce n'est pas quelque chose qui va nous changer notre prise en charge dès lors que c'est un écoulement spontané, uniporique et répété. Donc on peut discuter beaucoup de l'intérêt de l'IRM, mais je pense qu'il ne faut pas la faire systématiquement. Et comme ça va aller à la chirurgie, laissez le chirurgien demander l'examen dont il a besoin plutôt que de mettre la patiente dans un millefeuille d'examen
qui ont une faible sensibilité, une faible spécificité, qui prennent du temps, qui coûtent et qui inquiètent. Je vous montre 2 galactographies parce que je pense que c'est l'examen qui peut se discuter. Encore une fois, il n'est pas systématique parce que, vous voyez ici, cette galacto qui montre une papillomatose très étendue et ici, cette galacto qui montre des papillomes. Mais encore une fois, si l'écoulement est répété et il est franc, le chirurgien il va trouver ce canal galactophore et est-ce qu'il a besoin d'une galactographie pour s'orienter? Personnellement, non. Donc, on voit des patientes qui arrivent avec la mammo, l'écho normal, la galacto et l'IRM pour un écoulement. Je crois qu'il faut laisser le chirurgien qui va la prendre en charge décider ce dont il a besoin, parfois une galacto, parfois une IRM, mais le côté systématique de ces examens, à mon avis, est inquiétant. Ça prend du temps, c'est coûteux et c'est anxiogène. Donc là, ici, est-ce qu'il fallait faire une galacto? En tout cas, elle a montré les papillomes, mais sur une dilatation comme ça, le chirurgien il ne peut pas rater l'arbre galactophorique. Donc vous avez compris que quand on sélectionne les critères d'indication d'exploration chirurgicale, on va finir par une indication opératoire. Pourquoi? Tout comme pour les hyperplasies atypiques, quand il y a un écoulement uniporique franc, etc., on aura 10% de cancer. Quand il est sanglant, on aura 20% de cancer et on verra ça tout à l'heure. Premier volet, l'examen clinique. Deuxième volet, les examens complémentaires. Vous avez vu que je ne suis pas certain qu'il faille tous les faire, de beaucoup s'en faut. Et troisième volet, comment explore-t-on l'écoulement? Ça va finir par une pyramidectomie si tous les critères de l'écoulement suspect sont respectés. Les 2 objectifs de cette pyramidectomie. Le premier, c'est d'arrêter l'écoulement. Dans 90% des cas, c'est bénin. La dame, elle coule quand même. Donc, même si c'est bénin et qu'on lui dit « Madame, c'est bénin » et la galacto est normale, elle coule. La chirurgie, c'est la façon d'arrêter l'écoulement. Et puis surtout, même si c'est rare, c'est trouver la cause de l'écoulement en enlevant la pyramide glandulaire. Alors, la notion de pyramide glandulaire, c'est quelque chose qui est très simple pour les chirurgiens du sein et qui est parfois un peu plus compliqué quand on l'explique à nos collègues chirurgiens généralistes. Ça, c'est une remarquable image que Brigitte Zafrani m'avait passée d'un moule galactophorique. Ensuite, on a dissous le sein et vous voyez que finalement, les galactophores, ce sont les racines d'un arbre et que le tronc de l'arbre est le mamelon. Eh bien, si on trouve un écoulement uniporique qui vient par ce pore dans le mamelon, il est évident que la lésion ne peut être qu'ici. Et qu'encore une fois, pour un chirurgien sénologue spécialisé, dès qu'on va ouvrir, dès qu'on va inciser, on va trouver le canal responsable de l'écoulement. Regardez comme c'est beau. On n'a pas besoin d'une IRM, on n'a probablement pas besoin d'une galactographie, parce que le canal qui coule, il est bourré de sang. Et d'ailleurs, on dit toujours aux patientes, surtout ne vous appuyez pas sur les seins dans les semaines qui précèdent l'exploration, parce qu'on va le trouver à l'œil nu, votre canal. Parfois, on peut se guider d'une canule dans le canal. Vous voyez ici la pyramide galactophorique, c'est-à-dire le cône terminal. On va la sectionner et on va garder ce canal plein de liquide qu'on va disséquer de façon rétrograde, de façon à aboutir à l'exérèse de la pyramide glandulaire, de l'aréole jusqu'au plan pectoral. Réparation facile, anesthésie générale ambulatoire, douleur post-opératoire zéro. Et sur quoi on tombe? Donc ça, c'est une récente analyse de la probabilité des lésions en cas d'écoulement mamelonnaire isolé uniporique. Je répète que ce ne sont que ces écoulements qui justifient une chirurgie. Le plus souvent, on va trouver des lésions bénignes. 70%, rien ou lésions bénignes. Dans 15% des cas, on va trouver des papillomes ou une papillomatose. Dans 10% des cas, des atypies. Et dans 10 à 15% des cas, alors suivant les séries, quand ils ratissent large et ils opèrent tout le monde, c'est 5%. Quand on réduit les critères de sélection chirurgie, c'est 27%. Mais en moyenne, ce que vous pouvez dire à vos patientes, c'est que même si elles ont un écoulement uniporique, répété, voire sanglant, ça multiplie par 2, on a 20% de cancer. La probabilité qu'on trouve un cancer est de 10 à 15% maximum. Et tout comme les hyperplasies atypiques ont été sous-évaluées par la biopsie initiale, c'est pratiquement toujours des carcinomes intracanalaires. Donc, en conclusion, l'écoulement, c'est 5 à 10% des consultations de sénologie.
Et dans la très grande majorité des cas, ça aboutit sur rien. Rassurez. Deuxièmement, c'est un peu binaire, et à mon âge, je vais me permettre d'être binaire, on va distinguer l'écoulement médical de l'écoulement chirurgical. L'écoulement chirurgical, c'est celui dont je viens de parler pendant 10 minutes et qui ne va pas être résolu par de l'imagerie parce que même si l'imagerie ne montre rien, les difficultés de sensibilité et de spécificité de l'imagerie en cas d'écoulement uniporique font qu'on va aller à l'exérèse. Faut-il faire un bilan d'imagerie? Je parle de la galacto et de l'IRM, bien sûr, systématique. Je pense que la réponse est non et c'est à discuter avec l'opérateur. Ça, c'est pour le bilan préopératoire. Et enfin, uniporique, spontané, franc, répété. Il faut prendre un avis chirurgical. En sachant que quand on a tous ces critères-là, on ne retrouvera qu'une fois sur 10 des cancers, rassurés, et ces cancers sont essentiellement intracanalaires. Néanmoins, ils peuvent être étendus. Et on a ici à l'Institut un certain nombre de patientes qui arrivent avec un écoulement uniporique, une imagerie normale, et finalement, c'est un intracanalaire étendu qui va avoir une pyramidectomie diagnostique, et ensuite, on sera obligé de traiter de façon un peu plus étendue. Voilà, merci à tous mes associés, d'abord d'avoir accepté le webinaire, et puis surtout de m'avoir aidé à passer des diapos. C'est Papy qui vous dit merci. Alors, tiens, un autre Papy. Alors, mais toi, tu es bien accompagné. Moi, j'étais seul. Voilà. Alors, Bonjour à tous. Claude, tu vas finir le bal avec fibroadénome et tumeur phylode. Ok. Alors, voilà. Attends, on va partager l'écran. Vous allez nous confirmer si c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est Ok, très tu bon. entends bien Claude? Ouais, c'est Vous bon. m'entendez? Ouais, parfait. Alors, je vous ai préparé un petit topo sur les tumeurs fibroépithéliales, donc, qui est composé donc, d'un petit rappel du référentiel, notre référentiel, donc, c'est-à-dire CNORIF. Ensuite, j'ai retrouvé une étude intéressante et récente, c'est l'étude de Néron et Sajous, qui date de 2020, qui traite du devenir de 212 tumeurs phyllodes de grade 3 opérées en France, et finir par qu'est-ce que l'on fait en pratique. Alors, les tumeurs fibroépithéliales, il y a certes les amartomes, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est donc les fibroadénomes et les tumeurs phyllodes. Donc les fibroadénomes, c'est une tumeur qui est extrêmement fréquente, dont le pic de fréquence, c'est les jeunes femmes, donc avant 30 ans, une tumeur qui prolifère très peu. Et les tumeurs phyllodes, donc c'est une tumeur qui est rare, ce sont des tumeurs qui sont rares, voire très rares, qui... le pic de fréquence est plutôt autour de 40 ans, qui prolifère relativement plus que les fibroadénomes et dont la composante conjonctive est susceptible de se transformer en devenir maligne. Et donc, il y a trois niveaux de tumeurs phyllodes, les tumeurs de grade 1, bénigne, de grade 2, borderline, et grade 3, maligne. Alors, dans un premier temps, alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de l'imagerie? Alors, ce sont des masses rondes qui sont classées ACR2, ACR3, ACR4. ACR2, donc ça correspond à une masse bien limitée calcifiée. ACR3, donc ça sera une masse bien limitée non calcifiée. ACR4, donc ça sera une lésion qui sera évolutive. Alors, toujours est-il, c'est des lésions qui sont susceptibles d'être biopsiées. Et en principe, si la biopsie retrouve un adénofibrome, le traitement, on fait une surveillance échographique. Tandis que si la biopsie retrouve une lésion phylode, ça doit donner lieu à une chirurgie. Mais alors, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de critères réellement précis radiologiques permettant de différencier de façon certaine un adénofibrome d'une tumeur phylode. Et le deuxième point très important, c'est qu'à l'intérieur d'une même tumeur, on peut avoir des grades différents de lésions, c'est-à-dire que la tumeur soit 1 dans un endroit, puis 2 ou voire 3 un peu plus loin. Donc, tumeur hétérogène. Concernant le traitement, le CNORIF nous rappelle que les fibroadénomes doivent être surveillés et on va en pratiquer l'exérèse simplement s'ils sont symptomatiques ou s'il y a un doute sur une biopsie. Mais quand ils disent exérèse, ils ne disent pas forcément une exérèse chirurgicale.
Donc, il faut comprendre qu'on peut aussi faire une exérèse en radiologie interventionnelle. Et à ce moment-là, on comprend, donc, moi je comprends que pour les fibroadénomes, ce n'est pas très important de les orienter, ni peut-être finalement d'avoir une certitude sur les marges, à la différence des tumeurs phyllodes. Concernant les tumeurs phyllodes, elles requièrent une exérèse réellement chirurgicale. Et d'après ces neurifs, ils disent que pour les tumeurs de grade 1, on doit obtenir un liseré de sécurité. Donc on va voir par la suite ce que c'est. Ce n'est pas précisé exactement quelles sont les marges, tandis que pour les tumeurs de phyllodes de grade 2 ou les tumeurs de phyllodes de grade 3, il est marqué qu'il faut obtenir des marges de 1 cm. Pour les grades 2, et des marges de 1 cm également pour les grades 3. Et si on fait un traitement conservateur, rajouter une radiothérapie. Cette radiothérapie, pour les tumeurs phyllodes de grade 3, elle a été décrite, enfin, son intérêt a été décrit par le professeur Yazid Belkacemi dans un article publié en 2008. Alors, je voudrais surtout vous parler de l'étude de Néron et Sajou. C'est une étude qui a été publiée en 2020. C'est une étude rétrospective qui collige tous les cas de tumeurs phyllodes de grade 3 dans les centres anticancéreux avec un suivi de 5 ans. Alors, l'âge moyen de ces patientes était de 52 ans. Ces tumeurs, donc ces sarcomes phyllodes de grade, ces tumeurs de grade 3 avaient une taille moyenne de 58 mm, ça allait de 15 à 300 mm, 30 cm donc. Et à 5 ans, la survie était de 80%. Les problèmes venant essentiellement de métastases au poumon, un petit peu à l'os, dans 5 à 10%, il y avait des métastases ganglionnaires et il y avait des métastases au foie. Notion très importante, le diagnostic de tumeur phyllodes de grade 3 n'était connu sur la biopsie que dans 38% des cas. Donc, ceci a induit beaucoup de secondes chirurgies dans cette série, 45%, et 73% de mastectomie. Néanmoins, il y avait suffisamment de traitements conservateurs pour pouvoir étudier précisément les marges. Et donc, dans cette étude, ils ont vu que si on avait des marges saines, elles ont été classées donc en sous-groupes, les marges saines à 0 mm, les marges saines à 1 ou 2 mm, 3 mm et plus. Et puis au-delà, comme la recommandation du Cénorif, qui sont de 1 cm. Mais ils se rendent compte dans leur étude que pour une tumeur de phyllodes de grade 3, il est suffisant d'avoir 3 mm de marge saine. Il n'y a pas de différence significative en termes de récidive locale si on a des marges plus larges. Donc, par contre, il est absolument nécessaire, indispensable de reprendre les marges si on n'a pas de marge ou si on a seulement 1 ou 2 mm de marge saine. Enfin, dans cette étude, ne montre pas d'intérêt particulier à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Alors, en pratique, on peut dire qu'il y a 2 cas de figure. On se retrouve donc soit à faire une chirurgie d'un probable adénofibrome, ce qui est le cas le plus fréquent, de loin, ou bien on fait une chirurgie pour une tumeur phyllodes prouvée de grade 2 ou de grade 3. Alors, dans le cas d'un probable fibroadénome, donc il est recommandé de faire une incision périaréolaire très courte qui va permettre d'explorer donc plusieurs cadrans du sein avec une seule incision. Donc, généralement, on fait une chirurgie au doigt et on fait une énucléation dans le plan de clivage en faisant peu de décollement. Alors, je vous ai montré sur cette photo, donc en bas, donc 2 fibroadénomes. Alors, peut-être que ce qu'on appelle le liseré de sécurité, c'est la fine pellicule que l'on trouve à la surface des fibroadénomes. Je vous ai mis donc sur le côté gauche un fibroadénome qui est bien rond et à droite une lésion un peu plus volumineuse qui était un fibroadénome géant, enfin, un fibroadénome juvénile d'une jeune femme. Donc, a priori, c'est inutile d'orienter ces lésions. Les clips sont inutiles et ça correspond dans la nomenclature, a priori, à un KEFA 004. Voilà, donc une chirurgie toute simple que l'on fait très souvent. À l'inverse,
la chirurgie des tumeurs phyllodes prouvées 2 et 3 est une vraie chirurgie carcinologique puisqu'il faut obtenir des marges larges, qu'il faut probablement, même certainement, réopérer la patiente si on a des marges inférieures à 3 mm, qui a forcément donc un intérêt pour les mastectomies avec reconstruction mammaire immédiate, donc une cotation pour ces tumeurs phyllodes, une cotation de cancer, donc KEFA 0,17, si on fait une segmentectomie, KEFA 0,19, si on fait une mastectomie. Donc je rappelle, il n'y a pas d'indication de prendre de ganglion, la chirurgie ganglionnaire dans les tumeurs phyllodes. Alors, en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que les tumeurs phyllodes sont des tumeurs hétérogènes. Donc, je vous dis, une partie peut être simplement de grade 1 et l'autre partie de grade 2, voire de grade 3. En fait, ensuite, un vieil adage chirurgical, c'est que quand on opère une tumeur bénigne, s'il n'y a pas de plan de clivage, méfiance. En effet, je rappelle que pour les tumeurs phyllodes de grade 3, l'un des critères anatomiques, anatomopathologiques pour la classification, c'est l'absence de plan de clivage, à la différence des autres lésions. Voilà, je vous remercie. Merci Claude. Merci à tous. Malgré mes cafouillages de diapos rattrapés par vous, on est dans les temps. On va pouvoir aller prendre l'apéro. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Vous êtes encore 115 à être présents, donc merci de nous suivre. On essaye de vous proposer un webinar tous les 2 mois environ, entre 6 semaines et 2 mois. Ça demande pas mal de travail, même si tout ça a l'air très détendu. En fait, on court tous du bloc, on arrive échevelés et on réussit à être devant nos ordinateurs à 19h30. Mais quand on vous voit répondre, envoyer des questions et dire merci, hello Juliane, hello Jean-Pierre, hello à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Et on est vraiment très content, d'une part, de l'équipe qu'on constitue ici, les 7 chirurgiens de l'Institut du Sein et chirurgiennes, et puis aussi du réseau d'amitié qu'on réussit à avoir. Tiens, je vois un message de Téhéran, Parissa, un message du Paraguay, Ricardo. Voilà, c'est cool. Voilà, c'est cool. Et alors, comme c'est mon anniversaire, c'est vraiment sympathique de vous avoir tous pour mon anniversaire. On vous embrasse. Vous êtes 113, on est 7, on est 120. À bientôt. Ciao. À dans quelques semaines.